parler de 2 livres pour l'été. La maison de Pétichet d'Evelyne Dresse, publié chez Plomb. Bonjour, une belle histoire d'amour sur fond de saga familiale. Et puis le second, c'est Le secret du pharaon, Violaine Vanoyek, un roman qui est publié à l'Archipel. Et c'est une sorte de thriller archéologique, ce qui est assez rare, qui se déroule à Alexandrie en 270 avant Jésus-Christ. Alors, on va commencer avec vous, Evelyne Dresse. Vous êtes comédienne et réalisatrice. Vous avez réalisé un film à partir d'un livre que vous aviez écrit, Pas d'amour sans amour. La maison de Pétichet est donc votre deuxième roman. Pétichet, c'est une maison de vacances où se retrouve toute une famille et qui va abriter les découvertes amoureuses et puis les défaites sentimentales de Léa et de sa sœur Julia. Alors, la maison de Pétichet, elle a été acquise par la famille parce qu'une partie de la famille s'y est réfugiée pendant la guerre. Oui, c'est une famille de juives d'Europe centrale, très effervescente. Dans cette maison de Pétichet, l'histoire se raconte d'été en été, donc dans la maison de vacances, entre 1958 et 1978. Et donc dans cette maison, on retrouve les grands-parents maternels qui ont donc acquis la maison après la guerre, les parents de Léa et Julia, et puis aussi la sœur de lait de la mère de Léa et Julia, qui vient elle-même avec son mari et ses parents à elle. Et de temps en temps, cette maison de famille se transforme en pension de famille, parce qu'il faut un peu arrondir les fins de mois. Et donc, il y a aussi une clientèle. De Jéhovah, par exemple, une famille de témoins de Jéhovah. Égarés là, on sait quel miracle, parce que les clients de l'hôtel sont plutôt des juifs aussi d'Europe centrale, ou bien les premiers pieds noirs qui reviennent d'Afrique du Nord à cause des premiers événements. Et donc, c'est une maison dans laquelle ça bouge, ça rit, ça pleure, ça crie, ça hurle, ça jette tout à la figure. Alors, ce sont tous des personnages. La grand-mère, d'abord, qui est la fondatrice de tout ça, qui est une juive d'Europe centrale, donc, dont le mari a des frasques régulièrement. Et elle a une certaine admiration pour les femmes qui lui enlèvent son mari, parce qu'elle adore cet homme et elle est prête à lui pardonner tout. Elle est davantage d'ailleurs une mère pour lui qu'une femme. Et donc elle accepte à la maison les femmes de passage. Et elle accepte aussi, quand il s'en va avec une femme, de lui redonner de l'argent de temps en temps, de l'héberger, de l'aider. Et elle a une certaine tendresse en général pour ceux qui sortent du rang. Tout à fait. Elle aime bien les choses pas très nette. Et elle est complice de Léa. Elle arrange les coups de Léa, alors que c'est vraiment... Alors Léa, au début du livre, c'est une petite jeune fille. Petite fille même, elle a 12 ans. Elle a 12 ans, mais enfin, je dis petite jeune fille exprès parce qu'elle est déjà très amoureuse du voisin, Jacques. Oui, c'est ça. Au bout du chemin, il y a une maison bourgeoise d'un médecin de Grenoble, qui est une famille très catholique et très française, et qui a eu un garçon, un jeune homme de 19 ans, qui s'appelle donc Jacques, et qui a un épagnol roux. Ce qui fait que Léa est complètement subjuguée par ce garçon qui est si grand et qui ondule comme une liane dans le soleil. Et elle essaye par tous les moyens de faire en sorte qu'il s'intéresse à elle, car elle est persuadée qu'il est la moitié de son âme et qu'il lui est prédestiné. Et bon, malheureusement pour elle, c'est pas elle qui va l'épouser. Mais elle va en rester persuadée toute sa vie. Elle va rester très très fidèle finalement à cet amour. Tout à fait. Et alors c'est sa sœur qui l'épouse. Oui, c'est Julia qui a quelques années, 6 ans de plus qu'elle. Oui, qui a 18 ans, qui a donc l'âge d'être épousée. D'ailleurs, Léa demande un jour à Jacques pourquoi tu épousais ma sœur, et il lui dit parce qu'il aurait fallu t'attendre trop longtemps. Et d'une certaine manière, en épousant Julia, c'est comme s'il faisait l'amour à Léa. Elle est le lien le plus fort entre Léa et lui. Et tout ça va assez mal se terminer, mais on ne va pas en dire plus. Alors, la maison de Pétichet, elle existe, cette maison, c'est-à-dire que d'une autre façon, est-ce que c'est je suis en train de vous demander, voilà, quelle est en tout cas la part autobiographique du roman? Alors, il y en a une, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je suis née à Lyon dans le train, parce que ma mère voulait aller accoucher à Grenoble, auprès de sa mère, laquelle mère, donc ma grand-mère, avait une maison à Pétichet, qui était une ferme. Et... donc j'ai toujours connu cette maison de Pétichet. Pétichet est un lieu absolument magique, magnifique, situé à 30 km de Grenoble, entre Visil et Lamure. Et
Donc je suis allée, j'avais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis à 5 ans, je commençais à m'éveiller à la vie. Et puis je voyais au bout du chemin un très beau jeune homme qui lui avait une vingtaine d'années et il me faisait rêver. J'étais éperdument amoureuse de ce jeune homme du bout du chemin qui évidemment lui ne me regardait pas. J'étais un bout de chou, un bébé pour lui. Donc il savait même pas que j'existais. Et donc à partir de cette petite anecdote, parce que vraisemblablement ça... Il n'a pas épousé votre sœur. Non, non. Mais il a sans doute conditionné ma vie amoureuse parce que je suis une femme qui rêve. Alors je rêve toujours sur l'homme du bout du chemin. Et donc c'est à partir de cette anecdote, je me suis dit qu'est-ce qui serait passé si je l'avais connu, si je l'avais rencontré, si on s'était parlé. Voilà. Et j'ai imaginé mon histoire. Vous l'avez revu lui depuis? Non, non, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Vous n'avez pas envoyé le livre au bout du chemin? Non. Alors vous êtes actrice. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à écrire ces 2 romans, à réaliser un film? Ça ne suffit pas d'être actrice. Vous avez besoin de passer à quelque chose de peut-être plus complet, plus abouti? Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire dans cette découverte de la création, c'est que quand on est actrice, on dépend des autres et on n'existe que dans le regard des autres. Il faut un public pour exister, il faut un metteur en scène qui vous aime pour exister. Or, moi, ma transformation a commencé par la peinture et quand on est seul devant sa toile blanche ou devant sa page blanche, on commence à exister à partir du moment où on prend le pinceau, où on prend le crayon et qu'on pose quelque chose sur la toile ou sur le papier. Et ça a été une découverte pour moi absolument fabuleuse, de me rendre compte que j'étais capable d'exister par moi-même. Ça m'a donné une force phénoménale et je m'y accroche maintenant, j'ai pas envie de perdre ça. Vous avez toujours écrit? J'écrivais quand j'étais malheureuse, j'écrivais des poèmes, des chansons, des sketchs, des journaux intimes, mais je n'avais jamais mené à bien une entreprise aussi longue et raconter une histoire comme ça de bout en bout. Et je dois dire que c'est grâce à l'expérience de Pas d'amour sans amour. Pas d'amour sans amour, vous l'aviez écrit pour faire le film au départ? Oui. J'ai d'abord écrit le scénario, ensuite réalisé le film, et c'est par un concours de circonstances que je me suis retrouvée chez Plon et que Plon m'a demandé d'écrire le roman. Alors ça, j'en suis terriblement reconnaissante à mon éditeur parce que c'était une chance fantastique et j'y ai pris goût. Et maintenant, j'ai signé pour le 3e livre. Ah ouais. Et vous savez de quoi vous allez parler? Oui. De quoi? Le 3e livre s'appelle Pour l'amour de Dieu. Oui. Et c'est quoi? C'est une histoire d'amour ou une histoire... Oui, c'est une très, très, très belle histoire d'amour, très grande histoire d'amour, mais aussi une histoire de conversion. Alors, on se demande si ce livre, La Maison de Pétiché, sera un film un jour. Oui, bien sûr. Oui, vous aimeriez faire un film? Oui, j'ai déjà fait l'adaptation. Ouais. Mais moi, je pensais plutôt justement à une saga estivale pour la télévision. Oui, vous avez raison. Ça paraît l'évidence quand on le lit, puisque c'est découpé d'été en été et que c'est très facile de faire un feuilleton récurrent et tout. Je pense que pour moi, à l'heure actuelle, il est plus facile au niveau montage financier de le faire pour le cinéma, ayant déjà fait un film pour le cinéma et qui a bien marché, qui est passé aussi récemment sur France 2 et qui a fait 7 129 080 téléspectateurs. Donc je pense que le monde cinématographique me fera davantage confiance que, vous savez, dans les chaînes de télévision, on vous dit mais est-ce que vous serez capable de mettre en boîte 10 minutes utiles par jour, etc. Moi je sais que oui, mais est-ce qu'on me confiera un feuilleton en 10 épisodes à faire pour l'été? J'en serais ravie. Mais pour le moment, je l'ai adapté pour le cinéma. Alors, La Maison de Pétiché, c'est un très beau roman paru chez Plon à lire cet été. Qu'est-ce que vous lisez sur les plages en général? Qu'est-ce que vous allez lire cet été, vous savez? Mais je ne vais pas sur les plages. Je reste enfermée avec mon ordinateur. J'ai un livre à écrire. Et vous pouvez lire ou pas quand vous écrivez? Pas tellement. Là, par exemple, pour mon 3e roman, j'ai besoin d'énormément de documentation. Donc, tous mes livres, toutes mes lectures sont complètement axées sur la documentation, des choses théologiques. Violaine Vaneuillec, vous avez écrit Le secret du pharaon. Donc, vous êtes linguiste, professeur de littérature et de civilisation ancienne. Vous allez régulièrement en Grèce et en Turquie pour suivre des fouilles archéologiques, donc pas sur les plages non plus. Vous avez publié de très nombreux romans et des biographies, beaucoup de biographies, dont une de Ramsès III, pour rester dans l'égyptologie. Vous êtes donc folle, passionnée d'égyptologie?
Je suis passionnée par les civilisations anciennes et les civilisations grecques, parce que j'ai commencé par la civilisation grecque que j'ai découverte en fait à 10 ans, par la civilisation romaine et évidemment par la civilisation égyptienne, parce que les deux sont liés. Et il se trouve qu'à l'époque d'Alexandrie, quand Alexandrie est au plus vraiment éclate de tous ses feux, c'est-à-dire au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien nous avons affaire à une fusion entre une civilisation égyptienne et une civilisation grecque. Et c'est ça qui m'a intéressée justement, entre autres, dans ce livre. Alors quand je dis que c'est un thriller archéologique, est-ce que ça vous convient pour définir le secret du pharaon? Tout à fait. Alors, tout à fait, parce que je l'ai... Enfin, un thriller léger quand même, un thriller où il n'y a pas trop de sexe, de sang, c'est quand même quelque chose qui ressemble peut-être plus à Agatha Christie que ce qu'on appelle aujourd'hui les serial killers. Un titre digne d'un album de Tintin. C'est vrai, le secret du pharaon. Mais parce que finalement c'est aussi, je donne un petit peu la clé de l'énigme dans le titre. Alors c'est l'histoire d'un jeune grec qui se rend donc à Alexandrie. Officiellement il y va pour y poursuivre l'écriture d'un livre. Oui, alors en fait il est né en Égypte, il est né à Alexandrie et il a été élevé par son oncle en Macédoine, en Grèce. Et il se trouve que quand il avait l'âge de 4 ans, eh bien, sa famille a été assassinée. Et officiellement, quand il a 18 ans, il dit à son oncle, je vais donc essayer de finir un livre sur l'histoire de la Grèce et utiliser les fameux ouvrages de la bibliothèque d'Alexandrie pour travailler sur cet ouvrage. Et puis finalement, son véritable but, c'est bien sûr de découvrir les assassins de ses parents. Alors, on peut penser que cette histoire-là a été oubliée à Alexandrie, mais en fait, ça dérange beaucoup de gens que ce petit Alexandros arrive à Alexandrie et il va être lui-même menacé de mort. Et au moment où il va vouloir se venger des uns ou des autres, parce qu'il a quand même très rapidement, il découvre plus ou moins des suspects, il va donc essayer d'organiser sa propre vengeance. Et bien, il se rend compte que quelqu'un d'autre, en quelque sorte, lui vole sa vengeance, puisqu'à chaque fois qu'il a l'intention, du moins, d'organiser l'assassinat ou d'un des meurtriers de sa famille, eh bien, la personne est déjà morte quand il arrive sur les lieux. Voilà, alors il va se demander pourquoi, qui le protège ou qui le venge à sa place. Et puis, évidemment, le but, c'est quand même de découvrir le véritable assassin. Et j'ai tout fait pour que cet assassin soit le plus difficile à trouver possible. Je pense qu'effectivement, on ne pense pas que ça puisse être ce personnage-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous parler de la situation donc en Égypte à l'époque, avec ce mélange de civilisation entre la civilisation grecque et la civilisation égyptienne? Oui, écoutez, nous sommes au lendemain de la mort d'Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand avait conquis un empire formidable. Il meurt et il laisse à ses généraux deux empires importants, disons, l'empire donc d'Asie et l'empire égyptien. Et ces deux empires vont créer deux dynasties. Alors en Asie, il y a la dynastie des Séleucides et en Égypte, la dynastie des Lagides ou la dynastie des Ptolémées. Nous sommes donc sous le deuxième Ptolémée, Ptolémée de Philadelphe, qui a épousé Arsinoé, la fameuse reine Arsinoé, sa sœur d'ailleurs, entre parenthèses, c'était sa sœur, qui était merveilleusement belle, très populaire, mais aussi qui était une garce, et qui est restée dans l'histoire justement parce qu'elle a su se faire adorer d'un peuple. Et la pharaone qui achève cette dynastie, c'est Cléopâtre, c'est notre fameuse Cléopâtre, voilà. Donc c'est une dynastie célèbre et qui a fait des constructions faramineuses, puisqu'on a parlé de la bibliothèque d'Alexandrie, mais il y a également le phare d'Alexandrie que l'on retrouve en ce moment. Enfin, j'espère que c'est les restes du phare, mais au bout de la jetée, je vois pas ce que ça peut être d'autre que le phare. Et on a justement retrouvé récemment en plongée les bustes de Ptolémée Philadelphe et d'Arsinoé qui se trouvaient devant le phare d'Alexandrie. Et c'est donc ce fameux Ptolémée qui a achevé la construction du phare. Alors la première chose que voit Alexandros quand il arrive à Alexandrie, c'est ce phare magnifique et il n'en croit pas ses yeux. Donc bien sûr, ça m'a permis de faire revivre ces monuments magnifiques et puis cette fusion entre une civilisation donc égyptienne qui est véritablement sous le joug des Grecs, parce que ce sont les Grecs qui dominent, ce sont les Grecs qui ont le gouvernement en main, ce sont eux qui sont les hauts fonctionnaires, ils imposent leur langue, et chose incroyable, le pharaon ne connaît même pas
la langue de ces sujets. Il ne sait même pas, il ne connaît pas l'égyptien. Et pendant toute la dynastie Lagide et jusqu'à Cléopâtre, eh bien, les pharaons ne connaîtront pas l'égyptien. Alors, ils n'ont que faire des revendications de leur sujet. Ils règnent dans leur petit univers, dans leur petite cour, d'ailleurs très très luxueuse. Et c'est tout de même très étonnant parce que les Égyptiens tentent évidemment plus ou moins de se révolter. Alors, vous vous rendez chaque mois sur des sites de fouilles archéologiques Je vais en Grèce, très souvent sur les sites sites archéologiques. Alors, j'y ai un rôle plus d'historienne que d'archéologue. Je vais notamment, vous l'avez dit, en Grèce. Je vais beaucoup en Sicile, parce qu'en ce moment, on trouve beaucoup en Sicile. Je vais donc en Égypte, je vais en Asie, là, je vais aller en Turquie. Et mon rôle, en fait, une fois que les archéologues ont découvert des objets, c'est un petit peu de les cataloguer et de les trier et de savoir ce qu'il est intéressant de retenir et ce qui peut paraître moins intéressant, de les dater aussi et de faire un choix pour les différents musées. Mais je ne suis pas la seule à faire ce choix. Il y a également d'autres historiens du monde entier. On pourrait s'attendre de votre part à des livres historiques très sérieux. Qu'est-ce qui fait que votre imagination vagabonde comme ça dans cette époque et crée des personnages? Écoutez, tout simplement parce que, en fait, comme j'ai besoin de création, j'ai besoin de partir moi aussi de la feuille blanche. Et autant je me plais évidemment à écrire des livres d'histoire dans mon domaine, autant j'aime bien alterner avec des livres de fiction pure. Et très souvent, je sors un roman et après un livre d'histoire. Comme ça, je ne m'ennuie jamais. Cette période? Ah oui, fantastique. Ouais. Bon, je ne la connais pas du tout, enfin pas très bien, mais je trouve passionnant ce que je viens de nous raconter. Alors, en général, les livres de ce type, je pense à Christian Jacques par exemple, ont un succès énorme, ce qui veut dire qu'en fait le public s'intéresse beaucoup à cette période qui est totalement mythologique. Vous lancez un jeu concours avec la sortie du livre? Oui, on lance effectivement, l'éditeur du moins lance un jeu concours jusqu'au 31 août pour gagner des croisières en Méditerranée. Alors bon, les bulletins se trouvent à l'intérieur des livres ou chez les libraires et puis toutes les réponses aux questions sont dans le livre, mais quelqu'un qui connaît bien l'Égypte, et je vous assure, comme vous le disiez, qu'il y a beaucoup de férus d'égyptologie, peuvent répondre aux questions, c'est très facile. Alors, Le secret du pharaon, c'est donc aux éditions de l'Archipel et c'est un livre de Violaine Vanoyek. Merci de nous avoir parlé. Et puis Evelyne Dress, La maison de Petit-Ché, donc un roman paru chez Plomb. Merci à toutes les deux. Dans quelques instants, vous retrouverez les informations sur LCI.